à présent, on va parler de cette évaluation gouvernementale. Quels résultats et quelles conséquences? Vous avez dû suivre donc le compte-rendu, le point de presse compte-rendu du Premier ministre Bernard Goumou. Emmanuel Milimono, vous étiez à cette conférence de presse et vous avez aussi au moins pris part à une séance d'évaluation à la primature. Alors oui, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet exercice? Je pense qu'on avait déjà rappelé d'abord le déroulement du processus lui-même à la primature. Ce que le Premier ministre a donc sorti hier, ce sont donc les résultats qui ont sanctionné, qui ont couronné cette évaluation. On en avait parlé, on avait même sur ce plateau demandé à ce que ces résultats soient rendus publics pour que l'opinion sache qu'est-ce qui se cache en réalité dans la gestion administrative. Et je pense que c'est ce que le Premier ministre a fait hier au cours de cette conférence de presse. D'abord, en commençant par rappeler le fondement juridique qui autorise cette évaluation. Évidemment, la charte de la transition, comme il a dit en son article 51, qui définit les prérogatives du Premier ministre, lui donne l'autorisation donc de procéder à cet exercice. Il a également cité la loi L025 du 3 juillet 2018, en son article 18 aussi, qui lui donne l'autorisation de faire cet exercice. Donc, ça ne tombe pas ex nihilo. Donc, Bernard Goumou n'a rien inventé. Il n'a rien inventé. Il est dans ses prérogatives. Il est dans ses prérogatives. Et il n'a pas attendu qu'on les lui rappelle. Justement, il a mis en œuvre des dispositions légales qui lui donnent le droit de faire donc cet exercice-là. Maintenant, au total, 28 départements ministériels ont été évalués, à l'exception du ministère de la Défense. C'est vrai, il y a un auditeur qui a posé la question de savoir pourquoi le ministère de la Défense n'a pas été évalué. Et c'est la question justement personnellement que j'ai posée hier au cours de cette conférence de presse. La réponse, c'est que le ministère de la Défense est régi par une autre loi. Je la cherche dans mes notes, je ne la retrouve pas. Le ministère de la Défense en réalité est régi par une autre loi qui ne l'oblige pas forcément à être soumis à ce genre d'exercice, à l'évaluation donc par la primature. Et après, évidemment, il y a d'autres observateurs également qui soulèvent les questions du fait que c'est la défense, il y a secret d'État, il y a sensibilité autour d'un certain nombre d'informations qui tournent autour de la défense nationale. Et comme vous le savez, cette évaluation a réuni des acteurs qui ne sont pas au sein de l'administration, donc des personnes extérieures. Voilà, ça peut expliquer selon certains observateurs. Pas accéder à des informations. Voilà, à un certain nombre d'informations. Mais l'explication que le Premier ministre a apportée est plutôt une explication légale. Je cherche la loi d'ailleurs qu'il avait citée, je ne la retrouve pas pour l'instant. On va la rattraper. Je me perds dans mes notes. Mais c'est une explication légale, qui est juridique, qu'il a apportée. Ensuite, le Premier ministre a également rappelé les critères des notations. 4 critères au total sur lesquels les ministères ont été évalués. Le premier critère portait sur l'appréciation de fond et de forme des supports qui ont été soumis par les ministères. Parce que là-dessus également, il faut le rappeler, c'est que avant l'évaluation, il y a un certain nombre de travail qui avait été fait en amont selon Bernard Goumou. Premièrement, c'est que les 28 départements évalués ont soumis des supports dans lesquels eux-mêmes déclinaient donc leurs performances, les travaux, les activités qu'ils ont eu à réaliser sur la période du 1er janvier au 30 juin 2023. Donc, les départements ont soumis eux-mêmes ces supports-là à la primature et aux évaluateurs. Ce qu'ils ont appelé autrement l'auto-évaluation. L'auto-évaluation, voilà. Oui, dans laquelle eux-mêmes notaient leurs propres performances. Deuxième étape, c'est qu'il y a eu la mise en place d'un comité d'évaluation qui est composé, comme on l'a dit la dernière fois, de la primature, des cadres extérieurs, de certains de la présidence. Troisième étape, le comité d'évaluation a eu 10 jours pour étudier donc les supports qui ont été soumis par les départements eux-mêmes. Et puis ensuite, la quatrième étape, il y a eu l'évaluation d'un guide d'évaluation. Donc, qui a été remis aux évaluateurs, un guide dans lequel donc étaient déclinées les procédures d'évaluation. Donc, ces documents-là qui ont été soumis par les départements ministériels étaient en soi le premier critère d'évaluation. Et ce critère, il était noté sur 100 points, si mes notes sont bonnes. 100 points. Deuxième critère d'évaluation, c'est le travail de réalisation des PAO, les plans d'action opérationnels des différents départements. On regarde en réalité, en termes d'activités déroulées,
qu'est-ce qui est réalisé, qu'est-ce qui n'est pas réalisé, qu'est-ce qui est en cours, jusqu'à quel niveau, etc., etc. Ça également, c'était noté sur 100 points. Si mes notes sont bonnes. Je voudrais juste vous arrêter un peu, c'est important. Oui. Le premier critère, vous avez dit, c'est... Le premier critère porte sur l'appréciation de fond et de forme. Voilà. L'appréciation de fond et de forme. Oui, le fond et la forme des documents, des supports soumis par les départements. Bien. Deuxième critère, enfin, suivi de tableau de réalisation des plans d'action opérationnels. Donc là, on entre dans les activités et leur taux de réalisation. Troisième critère, performance sur la base des contrats de performance. On regarde sur la base des contrats de performance que le Premier ministre a mis à la disposition des départements ministériels, qu'est-ce qui a été fait. Donc ça aussi c'était un autre critère. Et puis enfin le quatrième critère, lui, il venait du comité d'évaluation. Donc c'est la note du comité d'évaluation qui comptait cette fois-ci. Maintenant, sur la base donc de ces différentes études, un résultat est sorti. D'abord, de manière un peu globale, c'est que sur, par exemple, le premier critère qui concerne donc l'appréciation de fond et de forme des supports soumis par les départements, il est ressorti que 85% ont présenté des supports conformes. 14,30% ont présenté des supports en deçà des attentes. 42,90%, je pense que c'est ça, oui. 42,90% ont présenté des supports juste conformes, qui étaient donc juste dans la conformité. Et puis sur le deuxième critère, cette fois-ci, la mise en œuvre des plans d'action opérationnels, il en est ressorti que 80% des ministères là également étaient conformes, étaient dans le rythme normal, le rythme conforme. 17,90% étaient dans un rythme lent, selon le Premier ministre. 32,40% étaient dans un rythme encourageant, selon le Premier ministre. Et enfin, 50% étaient à un rythme satisfaisant. Et puis, sur la base du troisième critère, cette fois, le contrat de performance que le Premier ministre a signé avec les premiers ministres, 3,57% des ministères ont un niveau insatisfaisant dans l'atteinte donc de ce contrat de performance. Le Premier ministre a signé avec les ministres. Avec les ministres. Okay. Le contrat de performance. 3,57% sont à un niveau insuffisant. 50% sont à un niveau moyen. Et puis 46,43% sont à un niveau élevé. Donc moins de 50% sont à un niveau élevé. Sur le deuxième. Le contrat d'objectif de performance. Oui, 53,7% insuffisant. Contrat de performance, 3,57% insuffisant. D'accord. 50% dans la moyenne et puis 46,43% ont été à un niveau élevé de mise en œuvre donc de ces contrats de performance. Sur le troisième critère, enfin, le critère qui porte sur l'évaluation, donc cette fois la note du comité d'évaluation, 46,46% ont obtenu une appréciation élevée, 7,87% insuffisant, 46,43% étaient dans la moyenne et 46,43% dans un niveau élevé, ont été un niveau élevé selon le comité d'évaluation. Maintenant, pour ce qui est sur des notes, maintenant les résultats globaux de de l'appréciation globale de tout cela, c'est que il y a un ministère qui a obtenu 0 points sur 100. C'est quoi le ministère en question? Le Premier ministre n'a pas dit le nom. Bon, évidemment, à partir des on peut imaginer que c'est à partir des critères que je viens déjà de décliner. 0 sur 100. 0 sur 100. 0 sur 100. Parce que la note, c'était 100. Donc, un ministère a obtenu 0 sur 100. Donc, il n'a pas eu un. Ça veut dire que... Donc, le ministère n'a pas eu 1. Qu'il a eu 0. Ça veut dire sur le fond et la forme. Ça veut dire qu'il a eu 0 sur le fond et la forme. 0 sur les contrats de 0 sur les plans d'action opérationnels. 0 sur le contrat de performance. 0 sur la note d'évaluation du comité. Emmanuel. Mais quand on dit il a eu 0, 0 sur les supports. Emmanuel, avant que vous ne continuiez. Et 0 sur les supports. Avant que vous ne Justement, sur les supports, c'est le premier critère. Emmanuel, avant que vous ne continuiez, si on ne connaît pas le nom du ministre et du ministère, c'est un scandale. Non, mais on en viendra. Pour lui. Non, il ne peut pas garder ça pour lui. Évidemment, c'est une question qui a été posée au Premier ministre, mais qu'il a gardée secrète à la discrétion du chef de l'État également, selon lui. Parce que c'est à lui de faire l'appréciation de ces résultats. Oui. Donc, il y a un ministère qui a obtenu 0 points sur 100. Deux ministères ont obtenu entre 51 et 60.
D'abord, le Premier ministre, on dit que lui, l'appréciation, 0 points sur 100, non satisfaisant. 2 ministères entre 51 et 60 points, passables. 12 ministères ont obtenu entre 61 et 70 points, appréciation assez bien. 11 ministères ont obtenu entre 71 et 80 points, appréciation bien. Et puis 2 ministères ont obtenu entre 81 et 90 points, appréciation très bien. Notation enfin, c'est que aucun ministère n'a dépassé la barre des 90 points. Bien. Donc aucun ministère n'a eu 91 points, aucun ministère n'a eu 100 points, donc aucun ministère n'a eu la mention excellente. Bien. Ça, ce sont les, en termes de chiffres, ce que cela ressort. Mais encore est-il que, selon le Premier ministre, toujours c'est un examen, une radioscopie objective du fonctionnement de l'administration. D'autres leçons en ont été tirées. C'est qu'au cours de l'évaluation, on a par exemple noté un faible taux de décaissement de certains départements, donc notamment que ce soit en ce qui concerne le budget national, mais également sur les projets et programmes. Certains départements ont du mal donc à avancer. Il a été également noté une insuffisance de capacité au niveau des bureaux de stratégie et développement logés au sein des différents départements. Vous savez, ce sont des organes centraux qui sont très déterminants dans le fonctionnement dans les orientations même du département. Là, on a noté un niveau, une insuffisance de capacité au niveau de ces BSD qu'il va falloir évidemment renforcer. Sur les projets et programmes financés par l'étranger, donc les fonds et les programmes, les projets et programmes de l'étranger, là également on note un problème dans les décaissements. Évidemment, ces recommandations et ces constatations vont également permettre à la primature de pouvoir donc réorienter. Il semble d'ailleurs que des recommandations ont été faites au cas par cas à chaque département et que au mois d'octobre, chacun de ces départements sera encore évalué dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations qui ont été faites. Si je peux caricaturer un peu, pour le département qui a eu 0 point, on lui a fait des recommandations pour améliorer ses résultats. Recommandations pour quelqu'un qui a eu 0 point, Emmanuel? C'est en attendant que le président décide de faire ce qu'il veut de ses résultats. Non, mais c'est le ministre. Encore est-il que... Attendez, si le Premier ministre... J'ai pas envie de vous interrompre, mais si le Premier ministre n'a pas eu besoin que le président lui dise, de rentrer dans son rôle d'évaluer les ministres, rôle qui est donc décrit dans les textes que vous avez rappelés, est-ce qu'il a besoin que le président lui dise qu'on dégomme un ministre qui a eu 0%, je vais dire 0 sur 100? Même il doit plutôt recommander le renvoi de ce ministre. Même si il ne peut pas prendre de décret pour le renvoyer. Il doit recommander son renvoi de ce ministre. Attention, il faut faire la nuance. Oui, il faut faire la nuance. Oui. Ce ne sont pas encore une fois les personnes des ministres qui sont évaluées. Ce sont les ministères. Il y a un leadership. C'est pourquoi, il y a un leadership. Évidemment, c'est pourquoi on parle de fait que le président en tirera lui-même les leçons. Les conséquences. Oui, évidemment, il en tirera lui-même les leçons. De toute façon, Bernard Goumou ne peut pas nommer un ministre, il peut peut-être en faire une proposition, mais celui qui prend le décret, c'est le président de la République. Donc, des recommandations ont été faites à chaque département. Au mois d'octobre, on va encore évaluer pour voir est-ce que ces recommandations ont été mises en œuvre ou pas. Et après, il y aura enfin une évaluation globale qui se tiendra à la fin de l'année et qui cette fois-ci va sanctionner l'ensemble de l'année, donc du contrat de performance, et puis permettra d'avoir une vue plus globale. Mais ces résultats, encore une fois, selon le Premier ministre, c'est pour permettre d'avoir une connaissance réelle des problèmes, connaître les faiblesses, connaître les performances et savoir sur où jouer pour redresser la situation. Il sera mis à la disposition du président de la République et c'est lui qui en tirera les leçons. Merci Emmanuel pour ce compte rendu édifiant, brillant et méticuleux. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer aux commentaires. Diarra Guirassy. C'est déjà très bien de faire cette évaluation, je l'avais dit tantôt, puisque ça va permettre justement au Premier ministre de voir une lisibilité sur les contrats de performance et ce qui a été demandé par les départements ministériels individuellement. Je pense que pour ceux qui étaient contre cet exercice, c'est le lieu de leur dire que c'est quelque chose de légal que le Premier ministre a pris sur lui et il a pris sa responsabilité pour justement respecter sa feuille de route. Mais selon ce qui a été dit par rapport aux résultats,
Je pense que, voilà, c'est vrai qu'il y a un département qui a eu 0, mais après, sur l'ensemble, on peut voir que il y a un grand nombre qui est quand même au-dessus justement de la moyenne, puisque quand Emmanuel a parlé de 12. En parlant de moyenne, Garay, en dehors de celui-là qui a eu 0% sur 100, 0 sur 100, Emmanuel, la précision serait très bonne de savoir quels sont les autres ministères qui sont en dessous ou en deçà donc de la moyenne, donc de 50%. Au vu de ces résultats, il n'y a qu'un seul ministère qui est en deçà de 50. Ok. À part celui qui a eu 0. Oui, c'est le seul qui a eu 0. En deçà de 50, il n'y en a pas. Donc il y en a 2. Tous les autres sont au-delà de 50. À part de celui qui a eu 0, tous les autres sont... Tous les autres sont à partir de 50. 50, ok. Oui, jusqu'à 90. Oui. Et ce n'est qu'un bilan à mi-parcours. Donc ça se voit clairement que les départements ont fourni assez d'efforts pour justement être au-dessus de la moyenne. Mais c'est le lieu également de les interpeller à redoubler d'efforts pour, pourquoi pas, avoir les 100 points qui sont réclamés. C'est très important. Mais en ce qui concerne le département qui a eu 0, moi je pense que le Premier ministre fasse une recommandation pour qu'on le dégomme ou pas. Pour une question de dignité et d'honneur, ce ministre doit démissionner. Lui-même? Oui, bien sûr, il doit démissionner. Ça c'est votre proposition? Oui, c'est ma proposition. Comme ça se passe ailleurs? Comme ça se passe ailleurs. Ouais. Il n'a pas été à la hauteur des attentes. Il doit tout simplement démissionner. Il ou elle doit démissionner. Voilà, il ou elle doit démissionner. On ne sait pas pour l'instant c'est qui. Ouais. Mais pour sa dignité et son honneur, moi en tout cas à sa place, j'aurais démissionné. Mais il faut dire que cet exercice a quelque chose de particulier parce que ça permet de jouer sur la moralité des ministres qui ont en main qui ont en charge de diriger ces départements. Parce que quand on vous évalue et qu'on vous dise que vous n'avez pas atteint 50% de la moyenne recherchée, je pense que pour quelqu'un qui se remet en cause, il va tout simplement comprendre qu'il n'a pas été à la hauteur et ça va l'affecter, ça va le pousser à redoubler d'efforts et à donner le meilleur de lui-même, ce qui est à encourager. Il faut continuer cet exercice, bien que l'évaluation n'est pas terminée, ça va se poursuivre. Et je pense que pour la prochaine fois, nous n'allons pas avoir affaire à des moyennes aussi catastrophiques que cela. Ça va être revu à la hausse, à mon sens, puisque pour moi, personne ne voudrait qu'on cite son nom. Et pour la prochaine fois, j'aurais bien aimé qu'on fixe les moyennes par département et que ça se fasse clairement. Parce que c'est cela même le fondement de la réédition des comptes, le fondement d'une gestion axée sur la transparence. Bien. Le principe gestion axé sur les résultats. Vous voulez rajouter quelque chose rapidement? Oui, parce que je n'ai pas eu l'occasion de commenter justement. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a par exemple, par contre, moi, ce qui attire mon attention, c'est le fait que malgré qu'il y ait des résultats catastrophiques, on a quand même le courage de les montrer. Ah, non, ça veut dire qu'il y a on montre les notes, mais on ne montre pas qui. Moi je dis par exemple que il faut qu'on montre quand le Premier ministre a le courage de dire que dans son gouvernement, il y a un ministère qui ne fonctionne pas du tout, pour moi c'est déjà un élément de courage. Parce que évidemment, on pouvait d'abord ne pas mettre ces résultats. Il y a une incomplétude dans la démarche, c'est qu'on doit aller au bout, Emmanuel, pour dire à l'opinion. Ce que moi je dis. Voilà celui-là justement qui a 0. Sur ce point, voilà celui-là qui a 40 sur 100. Sur ce point, Ouri, moi je dis que quoi qu'il en soit, ce département, il a droit à un budget dans la loi de finances. Bien. S'il ne peut pas atteindre le moindre résultat. Mais il faut économiser cet argent. Bien. Il faut supprimer alors ce département. Il faut le supprimer. On va revenir à vos commentaires tout à l'heure, Emmanuel. Oui, Talibé, il y a quand même aussi une autre question. Je ne sais pas, les paramètres d'évaluation, j'ai l'impression, sont tout simplement d'ordre technique, administratif. Mais est-ce qu'il y a l'aspect gestion des mannes financières, gestion du budget des ministères sur lesquels ils ont pu être évalués aussi, parce qu'il faut qu'on sache, est-ce que des gens dans leur ministère ont fait des mauvaises passations de marché? Est-ce qu'il y a eu de l'argent qui a été détourné? Est-ce qu'ils ont justifié leur budget entre janvier et juin 2023? Peut-être que Emmanuel pourra, s'il a les éléments, nous répondre là-dessus, mais est-ce que vous avez fait ce constat-là aussi? Non, Emmanuel peut nous en dire davantage. Toujours est-il qu'une évaluation de l'action d'un département inclut forcément tous ces aspects en termes de passation
passation de marché, de respect des procédures budgétaires et bien évidemment le niveau d'exécution du budget. On a entendu parler ici de certains ministres qui sont déjà à 75%, en tout cas plus de 50% de l'exécution de leur budget. Donc forcément, c'est des aspects qui doivent être pris en compte. Mais pour revenir au cas de ce ministère qui a eu zéro, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais imaginez, sur le fond et la forme de support, le tableau de réalisation des actions des PAO, la performance sur la base des contrats et la notation des comités d'évaluation, 0, 0, 0, 0. Donc, pour que ce ministère-là ait 0 sur 100, il a fallu que sur chacun des 4 critères, qu'il ait eu 0. Est-ce que ce ministère a été réellement évalué? Est-ce que, comment on peut expliquer que, par exemple... Est-ce que ce ministère a refusé alors l'évaluation? Oui, c'est la question. On se pose la question. Est-ce que ce ministère a soumis des supports? Est-ce que ce ministère... Et comment expliquer que en séance, justement, ouverte de travail à la primature, ainsi que, parce qu'on nous précise que les documents ont été remis en tout cas aux évaluateurs 10 jours avant l'évaluation. Est-ce que c'est en concertation qu'ils ont noté ce ministère-là sur 0 ou individuellement? Comment on a pu faire en sorte que sur toutes les lignes, qu'un ministère est 0? Je me demande si ce ministère était là, ce n'est pas possible, c'est inexplicable. C'est pour moi, je me demande, est-ce que finalement c'est le ministère de la Défense qui n'est pas venu qui a 0? Non. J'aurais pu le dire, parce que le principe est clair. Oui, c'est ce que je dis. Pas été évalué. Maintenant, l'autre question, Talibé, c'est de savoir, Emmanuel n'était pas là tous les jours malheureusement, c'est de savoir donc, à part le ministère de la Défense, tous les autres qui étaient censés être évalués, lequel peut-être n'est pas passé à l'évaluation. A-t-il refusé de se soumettre à l'évaluation? Moi je présume que si le Premier ministre dit que tous les ministères ont été évalués, sauf le ministère de la Défense, ça veut dire que actuellement, que seulement le ministère de la Défense n'est pas passé. 29 ministères, 29 voilà. départements. Et il a dit que 28 ont été évalués. 28, donc tous ont été évalués, oui. C'est clair. La somme, vous avez 28 qui ont été évalués à l'exception du ministère de la Défense. Donc, comment a-t-on pu récolter 0,0 sur 100 points? Vous n'y trouvez aucune explication objective. Aucune explication objective. Et où le ministère n'a pas été évalué, où il y a eu un complot contre ce ministère pour dire entendons-nous pour que personne ne lui donne le moindre point. Donc ça c'est inexplicable. Par rapport à la défense, je ne suis pas d'accord, Mamadouri, que le ministère de la Défense soit exempté. Le ministre de la Défense, en venant donner des informations sur écrit ou devant une assistance, c'est quoi les informations, à mon avis, top secret, les informations secret défense et ce qui ne l'est pas. Parce que le ministre de la Défense passe à l'Assemblée. Il passe au CNT. Il défend son budget. Devant une assistance plus large, comme le CNT, comme l'Assemblée nationale. Et diffusé en direct. Diffusé en direct. Pourquoi le ministère de la Défense ne peut pas venir se prêter à cet exercice? Donc c'est du favoritisme. Oui, non, je ne sais pas. Toujours est-il que nous, ça nous inquiète parce que... Oui, c'est du favoritisme. C'est en application à la loi 025 qui invoque le Premier ministre. Emmanuel a dit... Je pense que c'est la L025. Emmanuel a dit peut ou ne peut pas. C'est ça, c'est secret. C'est-à-dire qu'il peut être exempté. Dans les explications que vous avez... Non, il est régi par une autre loi. Oui, ça veut dire qu'il n'est pas obligé, mais il peut. Il n'est pas obligé, mais il peut. S'il n'est pas obligé, ça veut dire qu'il peut. À votre entendement. Au regard de cet exercice, pour moi, il fallait que le ministère de la Défense soit là. Pourquoi? Si on estime qu'il y a par exemple des étrangers dans l'équipe d'évaluation, pour la circonstance, au nom du secret défense, au nom d'informations sensibles, le Premier ministre a droit de savoir qu'est-ce que le ministère de la Défense a exécuté au nom du gouvernement que lui dirige. Donc on aurait pu remanier l'équipe d'évaluateurs. À mon avis, pour la circonstance, au nom de la sensibilité des questions liées à la défense, pour que ce ministère soit évalué. Donc, ça ne me convient pas, parce que le Premier ministre est le chef du gouvernement. Il évalue l'action des membres du gouvernement. Le ministère de la Défense fait partie de ce gouvernement et il est soumis à une obligation de reddition des comptes. Une obligation, justement, de justifier les dépenses et la gestion qui a été faite
des fonds qui ont été alloués. Donc pour moi, Donc, on aurait pu trouver une formule qui fasse que le ministère de la Défense passe, parce que je sais que le général Idi Amin a un bilan, il a réalisé des actions, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Donc, à mon avis, ça ne peut pas s'expliquer. Peut-être que ça veut dire ça veut dire qu'il est sur le même palier que le PM pour être évalué à eux deux seulement par le président de la transition. Oui, est-ce que ce sera le cas? Le président évaluera-t-il les deux, à part le ministre de la Défense? Parce que le Premier ministre est déjà évalué. Il a le profil. Le Premier ministre est déjà évalué. Il ne revient pas au président. Est-ce qu'il a le profil? Mais après, le ministère de la Sécurité n'est pas soumis aux mêmes dispositions légales que l'administration publique. C'est l'institution. Voilà. Oui, Talibé. Donc, merci. J'estime à mon avis que cette évaluation aurait pu toucher le ministère de la Défense. Bien. Et vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, certains pensent que celui qui occupe ce ministère est un super homme. Est un super ministre. Est un super ministre. Donc, ça laisse penser que pour certains, pour une partie de l'opinion, il ne se rabaisserait pas au point de venir se faire évaluer par le Premier ministre. Donc, il y a toutes ces idées que certains nourrissent, estimant que ce ministère est un super ministère. Je pense qu'on aurait pu trouver la forme indiquée pour évaluer le ministère. Merci Talibé donc de nous faire voir cet angle mort du tableau, c'est très important. Oui, cabinet et Mamoudou Yaya Baldé, là-dessus, vos analyses. Oui, cabinet. Il faut peut-être chercher à comprendre comment se passe une telle évaluation. Une telle évaluation, c'est de voir les objectifs assignés à chaque ministère à travers les contrats de performance et conformément à la feuille de route que le Premier ministre a reçue du président de la République, qui est implémentée sous forme, disons, de secteurs. Et dans ces secteurs, chaque secteur est donc est transformé en ministère. Vous voyez, et les ministères, chaque ministère s'occupe d'une activité et qui soit déployée sur peut-être à court et à moyen terme et peut-être à long terme dans une moindre mesure, ce qui n'est pas souvent le cas. Et à l'effet donc de la continuité de l'administration, cela est vérifié au fur et à mesure. Donc, je comprends bien que cette activité-là concerne le ministère en tant qu'entité. Donc incarné et managé bien évidemment par le ministre, le ministre en charge du secteur ou du ministère pour faire simple. Qui est le bras politique. Oui, qui est le bras politique du président non seulement au ministère. Mais qui est aussi le manager. Voilà. Par exemple, quand je prends l'exemple de la France, le secrétaire général de la présidence de la République, en réalité, c'est lui qui évalue les ministres. Donc qui évalue l'action des ministres et qui rend compte au président de la République. Alors, ce qui se passe, c'est que le Premier ministre a en son sein une entité dont le travail est d'évaluer l'action de chaque ministère. Donc, par-delà les ministres de la République. Vous voyez un peu. Donc, l'approche en tant que telle me semble bien parce que ça permet au Premier ministre de savoir, sur la base des contrats de performance signés, comment l'exécution de ce plan d'activité se fait. Alors, ça permet d'ajuster, de voir par exemple à l'intérieur de chaque ministère ce qui se passe. Pourquoi en amont, mais dans le cadre d'une transition, est-ce qu'il faut se donner le luxe de réajuster, de donner une seconde chance? Il faut tout simplement enlever les gens non, quand ils n'ont pas obéi, ils n'ont pas atteint leur objectif. En fait, parce qu'on n'a pas de temps. La transition, c'est pas un mandat normal. Moi, je pense en réalité que lorsque, sur la base de recommandations faites dans un ministère ou sur le cadre d'un ministère, le Premier ministre... Cabinet, le concept réajustement, je pense qu'on peut l'admettre à l'échelle des techniciens du ministère. Parce que les techniciens, ils sont toujours là. Mais le leadership incarné par le bras politique qui est un ministre, s'il n'a pas pu l'appliquer au point d'atteindre un objectif à moyen terme qui lui a été adressé, il faut l'enlever. Les techniciens restent, vont continuer à réajuster, mais il faut y commettre un autre leadership, d'autant plus que je rappelle, on est en transition et le temps file, ce n'est pas un mandat normal. Sauf que c'est pas parce qu'on est dans un mandat que l'on va laisser dans une transition plutôt que l'on ne regardera pas tout ce qui va avec. Je veux dire qu'en termes d'orthodoxie, de démarche, qu'on n'en prendra pas compte. Je vais en fait dire que quand vous prenez par exemple un ministère, le ministre qui incarne donc le management au sein du ministère, c'est pas forcément dû qu'un ministère ne fonctionne pas bien parce que le ministre n'est pas bon.
Tout comme inversement, vous voyez. C'est d'abord et avant tout lui. Oui, mais je veux dire que il appartient. Les BSD dont on dit avoir un niveau insuffisant. C'est ça. Oui, mais les DSD sont recommandés par qui? Le BSD, le responsable lui-même. Il faut reconnaître que c'est l'organe stratégique. Oui, c'est les stratégies. Bureau de stratégie de développement proposées au ministre. Oui, et vous voyez, Ouri, ce qui va se passer, c'est qu'on se rendra compte, justement, je crois que le Premier ministre en comprendra justement, c'est que l'incongruité de nommer souvent, de ne pas laisser le Premier ministre choisir des gens en qui il a confiance. Parce que vous voyez souvent, les ministres, on les nomme. Le Premier ministre, parfois, il ne connaît même pas. Ce n'est pas le cas spécifique de Goumou. Il ne connaît pas. On lui fait parachuter, des gens, tout comme à l'intérieur des ministères. Vous avez des chefs recommandations et tout le des reste. directeurs de ci et de ça qui viennent et qui ne sont pas en réalité évalués Bien. et nommés par les ministres en fonction justement de ce qu'ils peuvent avoir comme critères. Donc ça relance un peu cette question. Je pense que sur la recommandation, le Premier ministre réalisera justement qu'un ministère ne fonctionne pas bien. Est-ce que c'est dû peut-être au management? Est-ce que c'est dû à tel? Et puis, sur la base de ces recommandations-là, bien, les ajustements se feront. Maintenant, le président de la République doit avoir en son sein l'équivalent d'un cabinet qui est l'équivalent, comme on le dit, le second gouvernement au niveau du président de la République, des techniciens qui peuvent avoir dans le travail justement. C'est pourquoi quand vous prenez ces conseillers-là, ils ne servent à quelque chose que lorsqu'ils peuvent faire des recommandations sur des secteurs spécifiques. Sur cette base-là, il appartiendra au président de la République. Si le Premier ministre dit que ce ministère qui a eu 0, c'est pas bon, c'est le ministre qui n'est pas bon, ben peut-être qu'on le changera, tout simplement. Bien. Merci cabinet pour cette analyse. Mamadou Yaya-Baldé, enfin. Alors, pour ne pas que cette évaluation ne soit tout simplement une opération de com, je pense que le président doit donner une suite à ses conclusions. Parce qu'il est attendu, il va falloir justement qu'il prenne des dispositions, qu'il prenne des décisions par rapport à ces résultats qui doivent quand même l'aider véritablement à savoir comment remanier, par exemple, parce qu'on a parlé de remaniement ministériel imminent. Je ne sais pas si ce résultat doit servir justement à réajuster ou bien à remercier des gens ou pas. Alors, on a dit ici que depuis le début, il y a un problème de casting. Il y a un problème de casting parce que lorsque il y a des personnes qui sont entrées dans le gouvernement en proposant des CV menteurs ou des faux diplômes, parce qu'on a quand même suivi le rapport de l'IGE, de l'Inspection générale d'État, avec des CV menteurs, mais aussi des faux diplômes, mais également avec l'absence d'une enquête de moralité. Mais il ne faudrait pas qu'on soit étonné aujourd'hui avec de tels résultats, à mon avis. Alors, pour le département, qu'on dit n'avoir pas eu un point, je crois que c'est extrêmement grave. C'est très grave. Je pense qu'il faut rapidement leur envoyer une équipe d'abord pour les former sur les BABA, c'est-à-dire en Excel et en Excel avancé et en PowerPoint. Ça, c'est le minimum. Le renvoyer à la maison ou lui envoyer des gens? Il faut leur envoyer une équipe rapidement pour leur... À ce ministère-là? Oui, pour leur faire des propositions de formation. Il faut le renvoyer à la maison en Excel. Oui, non, mais on prend. Non, quand on dit les supports soumis, tout ça c'est zéro. Ça veut dire que même les comment on appelle, les capacités rédactionnelles, capacités de synthèse ou je ne sais pas de quoi, le rapport d'activité, ils ne nul. peuvent pas le faire. C'est trop grave. Donc, conséquence, vous feriez quoi? Vous renverrez les messieurs à la maison? Je pense que ces gens-là, c'est tout le département, c'est pas que le ministre. C'est trop grave. Bien. Alors, je termine pour dire que on ne peut pas réinventer la roue. L'art de gouverner découle d'une éducation et d'une formation. Ce n'est pas l'aubaine d'un aventurier. Alors, et dans notre pays, malheureusement, il y a un déficit de formation des cadres de l'administration de notre pays. On n'a pas d'abord une école nationale d'administration. C'est là important. Ailleurs, les hauts commis de l'État passent par une école nationale d'administration. Même si le projet il existe depuis Alpha Condé, l'école d'administration. Cabinet Lossé, Ségolène Royal et François Hollande se sont rencontrés à l'ENA. Macron, il est sortant de l'ENA. Tous les grands commis de l'État, ils font l'ENA. Les grands diplomates, ils sortent de l'ENA, section diplomatie. Mais nous passons par des raccourcis. Il faut être militant du parti. Mais c'est grave. Il faut qu'on sorte de ça. On a besoin d'une formation sérieuse dans ce pays. Il faut être le petit du soleil, le cousin lointain du secrétaire général à la présidence ou je ne sais quoi. Malheureusement. On va donc continuer tout à l'heure dans la troisième partie.